Salut tout le monde, bienvenue à ce 100e épisode. Je pensais jamais dire ça un jour parce que 100 épisodes, c'est des dizaines de chroniques avec des femmes talentueuses, mais c'est surtout des dizaines et des dizaines d'entrevues de femmes incontournables qui ont bâti des entreprises et qui ont changé les choses dans leur carrière. Et quand j'ai parti ce podcast-là il y a 3 ans, je pensais pas me rendre aussi loin. Mon but, au début, était vraiment de trouver des femmes qui allaient me motiver à atteindre mes objectifs, mais aussi à évoluer en tant qu'humain. Et je pense que c'est mission accomplie et même plus parce qu'en ce moment, ma liste d'entrevues est infinie et je veux juste vous dire merci beaucoup, beaucoup, beaucoup d'appuyer le podcast. Je le dis un peu dernièrement, mais vos commentaires, c'est vraiment de l'or pour moi. C'est ce qui me permet de me pousser plus loin, d'avancer et de me dire est-ce que je fais une 4e saison? Est-ce que je continue? Et je pense qu'en ce moment, la réponse est oui. Alors, n'hésitez pas à me dire oui, Sophie, continue, parce que c'est grâce à vous si je continue. Alors, pour ce 100e épisode, je reçois Jade Robitaille de la marque Minicycle. Et si vous êtes parent, si vous avez des amis avec des enfants, si vous avez des neveux, des nièces, bref, si vous êtes entouré d'enfants, vous comprenez qu'on n'a jamais fini d'acheter des vêtements pour nos enfants qui grandissent toujours. Et avec Jade, on jase de son entreprise qui a le vent dans les voiles et qui met de l'avant l'économie circulaire de mode pour enfants. Et puisque Jade enseigne à la faculté McGill un cours en stratégie durable, j'en ai profité pour lui demander plus d'informations sur l'économie circulaire et sur l'anxiété de la prochaine génération face à l'environnement. Alors, on l'écoute dès maintenant. Bonjour à vous, je suis votre animatrice Sophie Montminy et je me suis donné la mission de vous faire découvrir des femmes qui décident de faire entendre leur voix et de bouger les choses dans leur communauté, leur travail et leur famille. Peu importe où vous vous trouvez en écoutant le podcast, on a besoin de leaders positifs comme vous. C'est le temps de se laisser inspirer, d'ouvrir vos horizons et de changer le monde un pas à la fois. Bienvenue à Femmes de fer. Salut Jade! Salut, ça va bien? Ça va bien, toi? Oui, merci. Merci tellement de prendre le temps de me parler aujourd'hui parce que je dois avouer que je ne te connaissais pas. Tout de suite, quand je l'ai découvert, j'ai fait « Oh mon Dieu, ça faisait longtemps que… » Je veux pas dire que je cherchais parce que clairement, je l'ai pas trouvé, j'aurais dû le trouver. Parce que je me disais que c'était un grand besoin. Et là, quand j'ai vu ça, ça m'a fait du bien et ça m'a vraiment fait plaisir de découvrir ce que tu fais. Et bon, pour les gens, évidemment, qui écoutent, peut-être juste m'expliquer un peu c'est quoi l'entreprise. On parle de Minicycle. En quoi ça consiste? Minicycle, en fait, c'est une plateforme d'économie circulaire en ligne. On se positionne vraiment comme la référence zéro déchet pour la mode pour enfants. Donc, on vend des pièces neuves et de seconde main et on garantit de tout racheter quand les gens ont terminé d'utiliser les pièces. L'idée est de rendre la mode durable plus accessible en redonnant de l'argent quand les gens rapportent leurs pièces, puis aussi en l'offrant dans la section seconde main du site web. C'est quand même un gros mandat parce que moi, étant maman d'un petit garçon, on le sait, la mode, on a le goût d'acheter des vêtements pour nos enfants. Évidemment, faut qu'ils soient habillés, mais d'un côté, on veut s'amuser aussi avec ça. Ils grandissent tellement vite qu'on dirait qu'on est toujours en train d'acheter des vêtements, de les faire évoluer. Il y a quelques options qui s'offrent à nous pour pas être toujours en train de faire du shopping. Mais je me disais, qu'est-ce qui se passe avec tous ces vêtements-là? Comment on peut faire pour que finalement, on arrête d'être toujours en mode, on dépense, puis finalement, 2 mois après, ça fonctionne plus. Est-ce que toi, dans le fond, est-ce que tu t'es posé cette question-là quand tu as commencé ton entreprise? Moi aussi, j'ai deux filles. Elles ont maintenant 5 et 7 ans. Puis l'idée est vraiment venue d'avoir des enfants aussi, mais aussi d'enseigner l'économie circulaire à McGill. Donc, c'est que je me ramassais à aller sur des plateformes alternatives comme Facebook Marketplace ou Craigslist. Là, finalement, c'était des familles qui vendaient des sacs et des sacs de poubelles de vêtements qui n'étaient pas nécessairement ce que je voulais consommer parce que souvent, ça tombait plus dans le fast fashion. Là, je me disais, toutes ces pièces-là qui sont bien faites, où ils se ramassent, où on peut les trouver. J'avais bien la difficulté à trouver des gens qui vendaient ces pièces-là en seconde main parce que, acheter neuf une pièce qui est faite de façon durable, c'est quand même cher. C'est au moins un bon $50. Donc, c'est de là qu'est venue l'idée de Minicycle.
Puis je dirais, c'est ça, l'idée, c'est de consommer mieux, mais moins. Donc, si on achète une pièce qui est bien confectionnée avec des matières qui sont naturelles, des matières nobles, l'idée est que la pièce dure plus longtemps. Nous, on le voit quand on la reçoit dans notre programme seconde main, la pièce est encore belle. Puis aussi, quand c'est une pièce qui a bien été confectionnée, ça vaut la peine de la réparer. La pièce garde sa valeur. Donc, dans cet ordre-là, on pense plus au portefeuille collectif qu'au portefeuille personnel. L'idée, c'est d'acheter des pièces justement qui vont durer à travers la collectivité puis qui vont être remis sur le marché le plus de fois possible puis réparés le plus de fois possible. Ce qui est pas nécessairement faisable avec le fast fashion parce que quand on le trouve encore beau dans le seconde main, c'est parce qu'il n'a pas été porté normalement. Oui. Ou sinon, des fois, ça m'est arrivé, disons, j'ai gardé une veste Zara, je sais pas, 10 ans ou 15 ans, mais c'est vraiment l'exception. C'est pas la normalité quand on parle de marques qui sont plus fast fashion. Avec Minicycle, donc pour toi, toutes ces pièces-là qui sont de type fast fashion, c'est pas intéressant parce que tu sais qu'elles vont se dégrader assez rapidement? C'est ça. En fait, il y a 2 points. Le premier, c'est que pour la confectionner, cette pièce-là, on a comme abusé de l'environnement puis des gens qui l'ont fait. Donc, on veut vraiment pas encourager cette facette-là de la mode. Puis deuxièmement, comme tu viens de le dire, on garantit de racheter. Fait que si on garantit de racheter puis on n'est pas capable de voir la qualité qui dure à travers le temps, mais ça sert à rien d'avoir ce modèle d'économie circulaire-là. Alors, c'est pour ça qu'on focus plus sur les marques qui font bien les choses, finalement. Donc, toi, tu as parti vraiment ce projet-là par passion, mais aussi parce que tu étais une maman. Les deux viennent ensemble, puis ça a donné Minicycle? C'est une passion. J'ai eu mes enfants, puis c'est comme, tu sais, quand tu as des enfants, c'est comme tu pars de zéro parce que là, tu es un consommateur individuel, une femme individuelle. Tu sais quelle marque acheter pour tes vêtements personnels à toi, quel genre d'outils pour la cuisine acheter, quel genre de nourriture t'aimes acheter, quel genre de marque pour la voiture ou peu importe. Mais là, dès que tu as des enfants, tu te retrouves à être ouverte à un marché pour lequel tu connais absolument rien. Puis c'est ça, l'idée, c'était de donner ces outils-là aux nouveaux parents, de savoir où bien acheter les pièces, puis où bien les retourner aussi pour que ces pièces-là aient une seconde vie, une troisième ou une quatrième qui est plus significative que juste la lancer dans une boîte de dons sur le coin de la rue. Oui. Est-ce que quand tu as commencé Minicycle, c'était vraiment un petit projet on the side que tu te disais, je me lance là-dedans, puis je vais le faire vraiment juste petit, puis ça a pris tranquillement de l'ampleur, ou pour toi, c'est vraiment de dire non, là, je veux vraiment m'investir dans ce projet-là parce que c'est ça qui est important? Non, c'est ça. Depuis le début, je voulais vraiment déranger le milieu de la mode. Puis c'était comme, je ne sais pas si c'est juste un petit projet sur le côté. Fait que depuis le début, on traite Minicycle comme que ça va devenir gros, puis ça va vraiment déranger le milieu de la mode, puis de trouver des outils justement pour changer la façon dont on fait les choses. Puis on ne fait pas non plus naïvement à se dire on va juste mettre des pièces qui sont super chères puis les gens vont les acheter les yeux fermés. C'est pas cette idée, c'est vraiment d'aller chercher des outils puis des façons de faire qui permettent à tout le monde de participer puis vraiment démocratiser justement la mode durable. Mais quand tu dis déranger le milieu de la mode, est-ce que tu sens que tu le déranges? Oui. Oui? Oui. Comment tu vois ça? Ouais. C'est sûr, là, c'est à petit niveau parce que, Minicycle, c'est pas encore super gros, c'est pas connu à l'international ou autre. Des fois, des fournisseurs qui sont un petit peu moins chauds à l'idée qu'on fasse du seconde main parce qu'ils voient ça, disons, comme un substitut à leurs produits. La chose qui est positive, c'est que là, en ce moment, il y a tout plein de marques qui commencent à adopter ce modèle d'affaires-là. Les choses, ils changent vraiment vite en ce moment. Fait que j'ai comme l'impression que même les marques qui sont un peu réticentes justement à cette idée-là de re-commerce, de recommercialiser des pièces qui ont déjà été vendues, est en train vraiment de prendre l'ampleur. C'est ça, puis les tabous sont en train de s'abolir, je trouve, de ce côté-là. Puis comment tu vois ça? Tu trouves que toutes les marques commencent à se poser ces questions-là de comment on peut réutiliser les vêtements que finalement on vend pas? Ou... Oui, c'est ça, exactement. Tu sais, comme par exemple, Patagonia a été vraiment le leader là-dedans. Tu sais, ils ont une catégorie qui s'appelle Worn and Wear où ils vendent des pièces seconde main. On peut penser aussi à Eileen Fisher qui a été vraiment un pionnier dans le re-commerce. Mais là, de plus en plus, tu sais, comme H&M vient de sortir justement un modèle d'économie circulaire. Ils essayent de, tu sais, vraiment repenser à qu'est-ce qu'ils font avec les pièces en seconde main. Levi's vient de partir un modèle un peu similaire. Il y a North Face aussi. Tu sais, je pourrais en nommer plein, là, mais tu sais, des gros joueurs. Lululemon aussi vient juste de
commencé à penser à justement des modèles de circularité aussi. Fait que je pense que, tu sais, justement, quand ça découle des gros joueurs, après, tu sais, il y a comme un effet qui vient influencer les plus petits joueurs aussi. Est-ce que tu es contente de voir ça arriver? Vraiment, oui. Ouais. C'est vraiment, tu sais, même quand j'étudiais justement, tu sais, ma thèse, je l'ai faite en bâtiment vert puis en énergie renouvelable. Puis l'idée première, c'est toujours de réduire, tu sais, parce qu'on peut penser, disons, à mettre des panneaux solaires sur notre maison, mais si on utilise tellement d'énergie, à un moment donné, juste produire plus de panneaux solaires pour produire plus d'énergie pour subvenir à cette demande-là, c'est pas vraiment la stratégie à adopter. Ben, c'est la même chose pour les vêtements. L'idée, c'est vraiment de diminuer notre consommation. Donc, on peut la diminuer, en achetant moins. Mais le problème, c'est que, disons, dans un besoin pour un enfant qui est toujours grandissant, mais on peut pas vraiment en consommer moins. Ben là, le second, c'est qu'on consomme en seconde main. Puis qu'on le fasse circuler le plus longtemps possible, puis qu'on valorise justement les ressources qui ont été mises à faire ces pièces-là, parce que il y a des plantes qui ont poussé, il y a des gens qui ont tissé, il y a des gens qui ont fabriqué, puis ces efforts-là doivent être valorisés. Puis c'est justement en redonnant plusieurs vies à une pièce qu'on valorise tous ces efforts-là qui ont été mis en faisant les pièces finalement. Ouais, je sais pas si c'est peut-être juste mon feeling, mais quand je t'entends parler de revalorisation et de dire il faut savoir les plantes, les gens qui ont travaillé là-dessus, comment on fait pour l'amener à la masse, ce genre c'est de la grosse question là, mais de vision là, parce que tu sais de dire que on change de saison, j'ai le goût de nouveaux vêtements, c'est rendu ou tu sais, c'est tellement intégré en nous, on se le fait montrer, on se le fait vendre, on se le fait pousser. Donc, notre identité, une partie de notre identité découle de ça et tout ça. Donc, comment on fait pour dire, c'est peut-être pas juste ça ou là la réponse, mais c'est d'amener vers les friperies ou l'économie circulaire. Puis comment toi, tu te dis, en parlant, ça va devenir plus intéressant? Il y a tellement une grosse déconnexion de, tu sais, comme, on le voit pas, fait que c'est ça. C'est difficile de y penser finalement. Ouais. Mais je dirais, si on adopte une philosophie justement de moins consommer ou de si on consomme, de l'acheter pour durer ou de l'acheter, d'acheter une pièce qui est plus classique qu'on peut réinventer ou porter plusieurs fois à travers les saisons. C'est ça, comme tu dis après, si on a envie de renouveau puis de changer de style, c'est de vraiment faire attention comment on se débarrasse des vêtements, soit des rapportés justement comme chez Minicycle pour les enfants, mais ça peut être aussi à toutes sortes de friperies ou d'endroits qui peuvent échanger les pièces ou on peut aussi les racheter en seconde main. Ou des pièces aussi, maintenant, de plus en plus, il y en a qui en font avec des tissus qui ont été recyclés aussi. Fait que ça pourrait être en dernier recours. Mais je dirais, à la base, c'est vraiment de diminuer. Donc, c'est vraiment de consommer les pièces vraiment de façon judicieuse, à savoir que c'est une pièce qui peut comme mix and match avec plusieurs items qu'on a dans notre garde-robe, des pièces classiques, des pièces qui sont bien faites, puis avec c'est ça, des fibres naturelles, parce que souvent les fibres synthétiques ne durent pas à travers le temps, tu sais, ça bouloche plus vite. Je voyais encore un rapport dernièrement où les sites de fast fashion, mais encore plus loin qu'H&M, là on parle de Shein et tout ça, font des records de vente. Moi, je pense que c'est en train de changer. Je pense que c'est en train de changer avec les nouvelles générations. Tu sais, comme Millennials, Génération Z, qui commencent de plus en plus à avoir le pouvoir d'achat, sont vraiment conscientisés par rapport à leur consommation. Puis c'est plus juste ça, je veux consommer parce que la pièce est cheap, puis je vais vraiment participer justement à cette mode jetable-là qui est le fast fashion. Fait que je pense que de plus en plus, les compagnies pourront pu passer ce genre de message-là ou passer ce genre de produit-là à la population. C'est en train de changer lentement. C'est sûr, je pense que Minicycle et les autres compagnies qui font du rachat ou de l'économie circulaire sont quand même en avance sur la tendance, mais ça s'en va vraiment vers ça. Les études de marché disent que le marché de seconde main devrait prendre comme grossir 1,5 fois celui de la mode rapide. Fait qu'il y a vraiment... c'est ça, la tendance s'en va vers là, puis je pense que c'est avec les nouvelles générations, ça va shifter complètement. Ça fait combien de temps que Minicycle existe? Je sais que ça a été incorporé en mars 2019. Fait qu'avant ça, j'avais comme travaillé peut-être 1 an dessus de façon plus petite, là, mais c'est ça, incorporé en mars 2019.
Puis quand tu as commencé, est-ce que tu t'attendais à ce que ça grossisse comme ça? Non, c'est ça. Je m'attendais pas à ce que ça grossisse si vite. Ben. Je pense que les gens le comprennent, surtout quand on a des enfants. Tu sais, on réfléchit encore plus à ce qu'on veut consommer. Puis c'est ça, je vois beaucoup de positifs par rapport à notre clientèle. Les gens sont vraiment reconnaissants puis sont contents d'avoir une plateforme en laquelle ils peuvent faire confiance puis justement, tu sais, rapporter leurs pièces si jamais ils n'ont pas le temps de les vendre tout seuls ou qu'ils n'ont pas eu la chance de pouvoir le faire eux-mêmes. Tu sais, dans le fond, c'est vraiment le focus sur le service à la clientèle aussi qui fait une différence. Est-ce que tu as reçu comme des lots de vêtements de ton côté chez toi puis tu t'es dit, oh mon Dieu, mais qu'est-ce que je vais faire avec tout ça? Tu avais déjà prévu un peu le coup de dire les entrepôts, comment tu t'es installé avec ça? Quand je faisais ça chez moi? Ouais. Non, on était bien installés. C'est juste ça, à un moment donné, comme la salle bureau et entrepôt commençait à déborder dans mon salon. Fait que c'est à ce moment-là qu'on a déménagé. C'est ça, je suis sortie de chez moi octobre 2019. C'est ça, je travaillais de chez moi jusqu'en octobre 2019. Puis on a déménagé sur Saint-Ambroise dans un petit 1000 pieds carrés. Puis à ce moment-là, on était comme 4-5 employés. Mm-hmm. Fait que non, j'ai pas eu trop de problèmes parce que ça a comme bougé vite. Là, on a fait de l'espace rapidement. Puis là, t'as grandi, vous êtes rendu combien? Oui, ben c'est ça. Fait que là, l'année passée, comme en décembre passé, là, on était encore sur Saint-Ambroise, on était 5-6 personnes. Puis là, janvier passé, on a déménagé ici à Dome Park. C'était encore la COVID pas mal, fait qu'il n'y avait pas de locaux disponibles à ce moment-là. On a déménagé dans comme presque un 2000 pieds carrés. Puis en juillet passé, c'est ça, on a changé dans le même building pour un 4000 pieds carrés. OK. Donc, ouais. Puis là, on est rendu une quinzaine d'employés. Une quinzaine? Ouais. Et tous ces gens-là ont cette même vision-là que toi? Ouais, ça, je pense que c'est important. Là. Je pense pas qu'ils seraient ici. Sinon, ouais. C'est des gens qui sont passionnés du vêtement, passionnés du seconde main, passionnés de travailler pour une compagnie avec un pourquoi qui est important, puis une mission qui est forte. Fait que là, l'objectif présentement, Ministik, est-ce que c'est toujours en croissance? Oui, c'est toujours en croissance. Fait que c'est ça, l'objectif, c'est de continuer à grossir de façon soutenable. Ajouter des pièces seconde main, d'en ajouter de plus en plus puisque la demande est là. Souvent, c'est plus difficile d'être plus efficace avec le seconde main. Ouais. On est en train de travailler sur la technologie justement pour rendre ce processus-là plus automatisé. Puis c'est ça, de continuer à aller chercher des nouvelles marques qui fonctionnent bien avec le seconde main, parce que c'est ça, nous, on fait pas de vêtements, on vend des pièces neuves et seconde main qui sont faites par différentes marques. Puis les marques qu'on vend neuves, ben, c'est toujours des partenariats qu'on fait avec eux. Des fois, ça arrive qu'on se trompe. Tu sais, des fois, ça arrive qu'on va vendre une certaine marque, puis là, ça commence à revenir en seconde main, puis tu sais, ça tient plus ou moins bien la route, fait qu'on se réaligne. Fait que je dirais qu'on est encore dans une phase test où on essaie de voir qu'est-ce qui marche bien et qu'est-ce qui marche moins bien. Réévaluer aussi le type de composante qui vient dans une pièce parce que c'est pas toutes les composantes, la composition qui vieillit de la même façon ou qui tient la route de la même façon ou qui se répare ou détache de la même façon. Puis de continuer justement nos efforts sociaux. Là, on est en train de se certifier B Corp. Fait que c'est vraiment d'avoir des programmes sociaux à l'interne dans la compagnie, puis de redonner aussi à la société. Là, c'est sûr qu'on le fait avec le programme de recycle, mais c'est ça, on est en train de regarder d'autres choses sur lesquelles on pourrait travailler aussi. Qu'est-ce que ça représente pour toi, le programme B Corp? La plupart des compagnies sont évaluées d'un côté profit. Fait que ça, c'est comme le bottom line, c'est si tu rajoutes de la valeur, tu as fait des profits. Mais B Corp, ce que ça dit, c'est que non, tu apportes de la valeur aussi si tu as eu une valeur ajoutée du côté social puis une valeur ajoutée du côté environnemental. Fait qu'environnemental, ça peut être autant comme trouver des fournisseurs qui sont locaux, c'est t'assurer justement que tu as des pièces qui sont faites de façon naturelle, que le cycle de vie de ces pièces-là n'est pas endommageable vers l'environnement, etc. Tandis que le social, ça peut être autant du côté employé, d'avoir des bons systèmes pour le bien-être de l'employé, de pouvoir les soutenir dans leur démarche, dans leur croissance, autant que de redonner aux sociétés alentours, comme il y a un volet aussi bénévolat où la compagnie s'assure qu'il y a du bénévolat qui est fait à l'externe par rapport à la compagnie. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles on doit travailler en ce moment. Ça prend environ 10 mois, la certification. Okay. On est encore une petite compagnie, fait qu'on n'avait pas tous ces processus-là en place non plus. Fait que, même si on dit, OK, on paye pour le moyen de transport de tout le monde, mais il faut quand même que ça soit documenté à travers justement cette certification-là de B Corp.
Oui, parce que là, la compagnie avance quand même assez rapidement. Est-ce que tu vois qu'il va falloir que tu aies encore plus d'employés parce que ça grandit toujours, toujours, toujours? Oui, Ou... c'est ça. Ouais. Comme là, c'est ça, on recherche 2 employés à temps plein en ce moment. À un moment donné, on continue de grossir, puis là, on voit qu'il y a un manque dans l'équipe. Fait que, c'est ça, on essaie de voir si on peut débloquer du budget pour aller chercher cette personne-là. Puis les avantages, justement, d'avoir une personne qui est spécialiste dans son domaine puis qui peut bien le faire au lieu que ça soit moi qui le fasse à temps partiel sur un coin d'une table. Ouais. Ça t'arrive souvent? Ouais, c'est ça. Tu sais, dans le fond, toutes les postes qu'on a ici, je les ai toutes faites. Là. Je pourrais les reprendre demain matin, mais c'est ça. L'idée, c'est que tu construis petit à petit, puis tu remplaces chaque poste que tu fais avec une personne qui est mieux que toi pour le faire. Oui. Comment tu balances justement toute cette entreprise-là en croissance et ta vie personnelle? Est-ce que tu en trouves un équilibre? C'est stressant, mais je suis pas une personne stressée juste à la base. Fait que j'essaie de prendre vraiment un jour à la fois, de traiter chaque défi un à la fois. Mais c'est sûr, quand je regarde ça comme une montagne, ça fait beaucoup là. Mais non, je pense que ça va. Puis cette session-ci, j'enseigne à McGill aussi, fait que ça rajoute à la tâche. Juste un autre défi dans tout ça. Ouais, juste un autre défi, ouais. Donc, tu reviens quand même en tant que chargée de cours, c'est ça? Ouais, c'est ça, chargée de cours. Ben, je l'ai fait, c'est la 4e fois là, que je l'enseigne. C'est un cours en stratégie de développement durable dans la faculté de gestion à McGill. C'est quoi l'objectif pour toi de t'investir de ce côté-là? Ben, ça m'aide à prendre du recul, puis à revoir un peu la théorie, puis revoir ce qui se fait dans le monde, parce que tu sais, c'est ça, on regarde beaucoup des études de cas, puis des exemples. À la base, Ministic a été construit par rapport à ce cours-là que je donnais, puis tu sais, ça m'aide à me redéfinir pourquoi j'ai parti de Ministic, puis à repenser les systèmes, parce que c'est ça, quand je suis toujours dans le jour ici, c'est facile à oublier. C'est vraiment facile à oublier. T'sais, l'idée, c'était pas que je voulais partir un magasin puis vendre des vêtements. C'était pas ça l'idée, là. L'idée, c'est vraiment de repenser ça, de la façon qu'on vend les vêtements, qu'est-ce qu'on fait avec. C'est ça, comment on peut réinventer justement cette industrie-là qui est très polluante. Fait que là, en faisant toi ce cours-là, tu repenses un peu ou tu retravailles l'idée. Le rapport avec les étudiants aussi, c'est rare que j'ai des relations avec des gens qui ont comme entre 18 puis 20 ans, puis je trouve qu'ils ont plein d'idées, puis c'est rafraîchissant aussi de pouvoir être dans ce contexte-là. Puis à la base, ben avant Covid, ça venait aussi avec beaucoup de exposure, tu sais, ça me permettait de rencontrer différents gens, de participer justement à des concours, à des panels, puis c'est ça, de faire des connexions puis du networking. Quand tu dis que tu analyses tout ce qui se passe dans le monde, est-ce que tu es capable de dire, au Québec, ça va bien, il y a d'autres places qui ont une autre vision, qui sont encore plus loin, il y en a d'autres qui sont peut-être pas encore assez avancées. Qu'est-ce que tu vois de ce côté-là? Je pense qu'en Amérique du Nord, on est comme vraiment en retard par rapport à l'Europe, là, par rapport justement, si la question est par rapport à l'économie circulaire dans le milieu du vêtement, je veux dire, en Europe, ils sont vraiment plus en avance. On fait partie de différents réseaux qui sont justement sur l'économie circulaire, dont un qui s'appelle SGen. Le nombre de recherches et d'études qu'ils font avec les compagnies, puis le nombre de programmes qui sont déjà en place, ça n'a rien à voir avec ce qui est fait en Amérique du Nord. Ça fait longtemps qu'ils parlent justement de location de vêtements, de rachat de vêtements. Puis justement aussi, avant de commencer Ministic, il y avait une compagnie, je me souviens plus du nom, mais c'était en Suède, qui m'avait un peu influencé aussi par rapport au fait qu'eux, ils font du gros roulement de location pour vêtements pour enfants. Fait que ça, je trouve ça intéressant aussi, là, quelque chose qui n'avait jamais été fait ici auparavant. Ça commence tout juste là, à être quelque chose qui devient un peu plus connu là, par rapport justement à la réutilisation. J'espère que vous aimez cette conversation autant que moi. Et si vous êtes fan de Femmes de Fer, eh bien, rendez-vous sur le Patreon du podcast pour avoir accès aux entrevues et aux chroniques en primeur. En vous abonnant, vous aurez également accès à des informations exclusives que vos chroniqueuses ont produites pour vous. Faites partie d'une magnifique communauté de gens qui veulent brasser des idées et changer les choses. Rendez-vous dans la barre de description du podcast pour retrouver le lien. Et là, pour les gens qui nous écoutent et qui se disent, OK, j'ai le goût d'embarquer là-dedans. C'est quoi les premiers pas à faire comme en tant que consommateur? Qu'est-ce qu'on peut faire comme première étape?
Disons, si c'est vraiment par rapport à Minicycle, je dirais, ben, tu sais, c'est de faire comme un inventaire de la garde-robe, puis les gens peuvent nous envoyer leurs pièces seconde main si les pièces fit avec s'ils ont une connexion avec ce qu'on prend, là, finalement. Si, disons, quelqu'un a déjà du fast fashion à la maison, je dirais, ben, utilisez-le le plus possible jusqu'à faire qu'il puisse plus être utilisé. Tu sais, moi, j'en avais aussi des pièces, disons, des leggings Old Navy, ben, tu sais, je les passais en première fille, deuxième fille. S'ils sont encore beaux, ben, je le passe à la voisine, au voisin ou, tu sais, aux personnes que je connais. Mais sinon, après, s'ils commencent à avoir des trous hauts, ben, tu sais, soit je les coupe en short, les leggings, ou soit je les coupe pour faire des barbouillettes. Au lieu d'utiliser, tu sais, des essuie-tout à la maison, mais c'est ça que j'utilise maintenant, tu sais, des retails de vêtements qui pouvaient plus être utilisés, là, qui avaient des trous. Mais sinon, après, ça serait quand on recommence à acheter du neuf ou du seconde main, de vraiment faire attention d'acheter des pièces qui sont faites pour durer. C'est ça, si on va sur le site de Minicycle, on a une liste de marques qu'on accepte. Donc, les gens peuvent aller là puis voir peut-être consommer plus vers ces marques-là ou justement de les acheter dans le seconde main chez Minicycle ou dans le neuf. Ou justement aussi, ça peut se faire à la maison avec voisins, cousins, frères et sœurs, d'essayer de passer les pièces le plus longtemps possible entre personnes. C'est ça l'idéal, finalement. Oui. Donc, quand on achète chez Minicycle, ensuite, notre enfant, ça y fait plus. Après ça, Minicycle peut reprendre ces pièces-là. C'est ça, exactement. Fait qu'on paye pour le shipping aussi. Fait que les gens peuvent venir soit ici dans nos bureaux les porter ou sinon les envoyer par la poste. Puis nous, après ça, on les reçoit, on les traite dans notre système d'application à l'interne. Puis ça envoie une facture au client. Puis le client peut choisir entre un crédit magasin ou de l'argent comptant. Okay. L'argent comptant, c'est 10% de moins que le crédit magasin. Puis c'est ça, l'idée avec Minicycle, pour moi, c'était vraiment la transparence aussi pour que les gens sachent combien valaient leurs pièces ou que, à quel point ils ont été utilisés, puis de savoir, nous, on va les revendre combien. Pas juste dire, bon, ben on te redonne 100$, puis c'est tout. On voulait vraiment qu'il y ait de la transparence. Le temps file et moi, je veux m'assurer que je te pose des petites questions que je fais toujours en fin de podcast. Aujourd'hui, pourquoi as-tu de la gratitude? De la gratitude pour mes employés. Oui. Oui. Parce que je suis arrivée, tout le monde était là, tout le monde est à son affaire. Là, on a 2 nouveaux employés. Puis, tu sais, j'arrive, puis tout fonctionne. Tu sais, ils sont juste merveilleuses. Là. Je pourrais pas demander mieux. Fait que c'est ça, quand je suis rentrée aujourd'hui, c'était vraiment ça qui m'est rentré en tête. Là. Pour une entrepreneur, ça fait du bien de savoir que la business roule, même si on n'est pas là nécessairement. Vraiment. Puis, tu sais, comme juste un exemple, là, ça peut être un peu banal, mais comme le lundi, il y a toujours plein de monde, puis ça me rend super heureuse. Puis le vendredi, il y a souvent, parce qu'on a beaucoup de gens qui ont comme un peu flex work, tu sais, la part des gens ont des enfants, fait que, tu sais, je m'assure qu'il y a un bon équilibre vie de famille puis de travail. Fait que souvent, il n'y a pas autant de gens le vendredi, puis on dirait que je trouve que c'est moins motivant quand il y a moins de monde. C'est quoi pour toi un leader positif? C'est pas quelqu'un qui donne des ordres, c'est quelqu'un qui s'enligne pour éduquer les gens avec qui il travaille, puis de leur donner des outils pour continuer dans la bonne voie. Un leader positif, c'est quelqu'un qui écoute puis qui parle en dernier aussi, selon moi. Qui est vraiment dur à faire. J'essaye, là, mais c'est difficile, mais je pense que c'est vraiment important parce que si on parle en premier, on saura vraiment c'est quoi la vraie histoire. C'est quoi le meilleur conseil que tu as reçu? J'ai une amie qui fait beaucoup de méditation puis des workshops de respiration et tout ça. Puis à chaque fois que je parle plus beaucoup de ce temps-là puisqu'elle aussi est entrepreneur. Mais à chaque fois qu'elle me parle, elle me dit « Jade, est-ce que tu prends soin de toi? Jade, est-ce que tu prends soin de toi? » Puis tu sais, j'ai 2 enfants, je travaille fort. Fait que souvent, j'oublie. Puis là, récemment, c'est ça, je me suis mis à faire beaucoup plus d'exercices. Puis même si mon horaire est encore plus coincé en ce moment avec McGill, tu sais, je vais courir, je vais faire du yoga à la maison. Tu sais, je fais vraiment un point à chaque jour faire quelque chose pour mon corps. Puis je me rends compte que ça manquait, tu sais. Ça manquait vraiment. Fait que il faut vraiment prendre soin de soi en premier. Puis l'exercice, c'est à la base. Si on fait pas d'exercice après, c'est facile de devenir probablement plus malade, moins en santé, mais c'est aussi la santé mentale, c'est vraiment important. Fait que je pense que pour être justement un bon leader ou un bon chef d'entreprise, ben il faut vraiment prendre soin de soi en premier, ou une bonne mère aussi d'ailleurs.
prendre soin de soi en premier. Puis je pense que c'est ça, ça passe par l'amour de soi, prendre soin de son corps, le valoriser, puis bien manger, tout ça. Fait que c'est ça, elle m'a aidé à remettre ça en question. Ouais. Parce que souvent, quand on brûle ce côté-là, parce qu'on se dit non, mais j'ai tellement de choses à faire, il y a tellement de choses que je peux. Finalement, oui, pendant un certain temps, ça marche, puis finalement, tu n'as plus l'énergie, donc tu peux plus rien faire, de toute façon. Non, c'est ça, exactement. Tu sais, que ce soit la dépression mentale ou le stress ou je pense que ça aide vraiment dans toutes les facettes. C'est vraiment primordial. Puis c'est ça, comme tu dis, souvent on est tellement occupé que tu dis j'ai pas le temps là, de consacrer 1 heure à le faire. Mais tu sais, finalement, 1 heure de plus, 1 heure de moins, ça changera pas ta productivité là, en bout de ligne parce que c'est surtout en tant que justement mère ou chef d'entreprise ou autre ou avoir un travail bien occupé, il y a tout le temps plus à faire, ça finit jamais. Fait que, tu sais, de toujours se dire, non, il faut toujours que je prenne cette heure-là de plus pour faire X, Y, Z, ben, ça change rien, tandis que de faire l'exercice, ça va changer beaucoup mentalement et physiquement. Ouais. Ça m'amène une question au niveau de l'anxiété de l'environnement. Est-ce que, parce qu'on parle beaucoup des plus jeunes générations qui ressentent cette anxiété-là face à l'environnement, comme si on peut plus... il est déjà trop tard ou que les jeunes ont cette lourdeur-là sur leurs épaules. Toi, est-ce que tu ressens ça? Est-ce que... Moi, oui, je le ressens beaucoup. J'essaie de tourner ça plus en positif qu'en anxiété, en disant qu'il y a tellement à faire. Fait que, il faut vraiment mettre les efforts de tous de l'avant pour justement aider à construire un meilleur futur. C'est sûr, souvent, c'est facile de tomber dans l'idée que peu importe ce qu'on fait, il est déjà trop tard ou peu importe ce qu'on fait, il y a des grosses compagnies qui font encore plus en négatif, mais je pense vraiment qu'en étant un leader, que ça peut vraiment changer des choses, ça peut influencer les gens, que ce soit de la façon qu'ils consomment, où ils décident de travailler, qu'est-ce qu'ils décident de faire de leur vie. Fait que je pense que chaque geste compte personnellement, mais je le vois vraiment là, même les enfants à l'école, ils en parlent, puis c'est ça, les générations, disons, c'est ça, millennials et en dessous, là, c'est un fardeau qu'on porte, c'est certain. Mais en enseignant là-dedans à l'université... c'est ça, dans le fond, ce qu'on parle, c'est justement de rendre les compagnies responsables de leurs gestes, puis de justement rajouter le volet environnement et société dans la façon qu'on construit les compagnies. Peut-être que dans la façon qu'on évalue les compagnies, dans la façon qu'on pense que les compagnies ajoutent de la valeur, là, c'est sûr qu'on interagit dans cette boîte-là qui priorise toujours le profit, mais à un moment donné, ça sera plus viable parce qu'on habite sur une planète avec des ressources qui sont pas à l'infini. Fait que l'idée de développement à l'infini, ça fonctionne pas. Les ressources sont ce qu'elles sont sur la planète qu'on a. Fait qu'à un moment donné, il faut repenser de la façon qu'on valorise justement les compagnies, de la façon qu'ils rajoutent de la valeur. Fait que justement, avec l'économie circulaire, l'idée, c'est de prendre les déchets puis d'utiliser ces déchets-là comme matière première au lieu d'aller chercher à faire de l'extraction toujours puis de prendre les ressources premières de l'environnement. Parce que ça a une limite, puis si on veut continuer à pouvoir vivre de la façon qu'on vit, faut vraiment, vraiment, vraiment faire attention à ces ressources-là, puis juste les extraire quand c'est vraiment nécessaire. C'est à la base du positivisme un peu de la situation environnementale en ce moment, il y a tout plein de façons qu'on peut repenser de la façon qu'on consomme, dont on fait les choses, la façon dont les entreprises font les choses, la façon dont les gouvernements mettent en place les règles puis les politiques. Fait que c'est ça. Il faut le voir plus de ce côté-là, du côté positif de ce qu'il y a à faire, ce qu'il y a beaucoup à faire. Oui. Ouais. Mais le pouvoir du changement est là. Je pense que oui. Selon moi, oui. Quel est le moment dont tu es le plus fier? Je veux dire, la première chose qui vient en tête, c'est la naissance de mes filles, c'est certain. Fait que, je veux dire, il n'y a rien qui va battre de rencontrer ton enfant pour la première fois. Je veux dire, c'est assez incroyable. Sinon, d'un point de vue business, c'est ça, encore là, je vais me répéter, mais c'est vraiment de voir ce que j'ai créé. Puis je pense que, c'est pas un moment en particulier dans le temps, mais c'est à chaque jour quand je viens que je me dis, OK, bon, on a remis sur le marché toutes ces pièces-là.
J'ai engagé toutes ces personnes-là. Tout le monde est heureux de travailler ici. J'ai influencé comme des milliers de personnes à changer la façon dont elles consomment. Puis ça, encore là, c'est un conseil, puis justement, peut-être que je le prends pas tous les jours non plus, c'est que c'est facile de focusser sur le négatif. Mais quand on s'arrête, puis qu'on recule, puis on regarde ce qui a été créé, ben là, c'est pas mal incroyable. Là. Parce que il y a 2 ans, il y avait rien qui existait. Fait que c'est ça qui est pas mal fou, en fait. Ouais, j'essaie de me rappeler de me le dire à chaque jour parce que quand on vient tout pincer dans chaque petit moment ou chaque petite difficulté, ben on pense que tout est négatif, mais finalement, tout est positif. Oui. Quand on prend le temps d'observer, c'est là qu'on voit des fois les choses qui nous manquent. Exactement, parce que c'est quand même gros, là, de partir d'une compagnie de rien, c'est très, très, très difficile. Là. Puis c'est un peu comme essayer d'expliquer à quelqu'un qui n'est pas parent qu'est-ce que c'est devenir parent, mais d'expliquer à quelqu'un qui n'a jamais construit une compagnie, c'est quoi de la construire, ben c'est tout un défi. Là. Qu'est-ce que tu lis en ce moment? Ça parle de la société puis comment nos émotions sont formées à travers la façon qu'on est élevé, là, finalement. OK. Que, de la façon qu'on interagit dans nos relations, ça a toujours un bias. Celui que je voulais relire, c'est The Four Agreements, mais celui que je viens de finir lire, c'est The Mastery of Love. C'est A Practical Guide to the Art of Relationship. Génial. En terminant, je veux savoir qu'est-ce que ça veut dire pour toi, femme de fer. Une femme forte, c'est certain. Femme de fer, une femme leader, une femme, c'est ça qui a une influence dans sa communauté, qui apporte du positif dans sa communauté, qui redéfinit un peu c'est quoi les normes d'être une femme leader finalement. J'adore. Alors là, à partir de maintenant, qu'est-ce que tu veux développer avec Minicycle? C'est ça. Il y a tout le côté d'automatisation du programme de rachat sur lequel je veux travailler en ce moment, que ce soit sur le back-end ou sur le front-end. C'est-à-dire que pour que les clients, ça soit plus facile pour eux d'utiliser la plateforme, puis que ça soit plus automatisé, puis justement que les reçus soient directement dans leur compte, là, au lieu que ça soit des emails envoyés séparément. Puis à l'interne, la même chose là, pour qu'il y ait un système de remise sur la plateforme beaucoup plus facile et direct que de le rentrer manuellement comme on fait en ce moment. On a une app qui nous aide à standardiser l'information puis à rentrer l'information, mais c'est quand même beaucoup de travail manuel. OK. Ouais, c'est ça. Puis l'autre, c'est vraiment de continuer à être un leader dans l'industrie, là, à continuer à éduquer, à créer du contenu. C'est ça, à renforcer les partenariats avec d'autres marques pour justement valoriser l'économie circulaire. Tu disais de déranger la mode même à l'international. Est-ce que ton objectif, c'est éventuellement que ça devienne à l'extérieur du Québec, du Canada? Oui, c'est ça. La première étape, ça serait... en ce moment, je le vois Canada et États-Unis parce que justement, le marché américain, c'est un marché qui est quand même assez gros puis on a déjà pas mal de clients qui sont établis là-bas. On est quand même bien établi en anglais aussi sur la plateforme et autres. J'ai hâte de voir ça grandir parce que c'est vraiment une plateforme super importante et très contente de la découvrir. Ah, merci beaucoup. Ouais, c'est ça, on travaille fort pour que ça fasse changer les choses. Là. Ouais. Je pense que ça fonctionne jusqu'à maintenant. Et si les gens veulent te contacter, te suivre, t'écrire, comment peuvent-ils le faire? C'est ça, sur Instagram, c'est boutique Minicycle en un mot. Sinon, sur le site, on a une fiche contact. Sinon, elles peuvent écrire à moi directement aussi. Mon nom, c'est Jade, J-A-D, @mini-cycle.com. Parfait. Merci beaucoup, Jade, d'avoir pris le temps de parler aujourd'hui. C'est un plaisir. Merci à toi. Moi aussi, c'est un vrai plaisir. Merci d'avoir écouté l'entrevue jusqu'à la fin. J'ai énormément de gratitude pour votre présence et j'espère que vous êtes totalement inspirés. Si vous voulez garder contact, rendez-vous sur le Instagram de Femmes de Fer et vous pouvez également vous abonner au Patreon de Femmes de Fer pour encourager l'équipe à produire encore plus de contenu pertinent pour vous. Je vous souhaite une magnifique journée.